À 2000 mètres d'altitude, ces cordistes opèrent sur ce chantier. Avec ce boulot, il y a un risque quand même de chute surtout, mais c'est pour ça qu'avant de commencer des postes comme celui-là, on commence de tout en haut et on purge tous les cailloux qui pourraient nous tomber dessus. Éboulement, glissement de terrain ou héliportage de matériel lourd. Pour ces travailleurs sur corde, le danger est omniprésent. C'est un boulot qui est assez unique, c'est une niche, c'est un autre petit monde. Tant que tu contrôles ton danger, au final, ça va. Ouais. C'est pas quelque chose qui va m'arrêter de faire ce boulot, quoi. À 26 ans, Ella Freeman exerce un métier méconnu. En tant que cordiste, il y a pas mal de métiers qu'on peut faire. Par exemple, tout ce qui est en urbain, donc en ville, donc à la maçonnerie, des reprises de bâtiments. Après, en industriel, on appelle ça, c'est plutôt comme monter en éolienne, tout ce qui est travaux en hauteur. Puis après, il y a aussi en montagne, comme ici, où c'est reprise de falaise, quand il y a des éboulements. On va fourrer le trou qui va permettre de mettre un nouveau support, un nouveau ancrage pour assurer le grillage qui est juste à côté, qui empêche les cailloux de tomber sur la route. La jeune femme a été embauchée sur ce chantier de travaux publics pendant 3 mois. Sa mission, protéger cette route des nombreuses chutes de pierre. Suspendue à 50 mètres au-dessus du vide, il faut manipuler avec précaution les 40 kilos de ce perforateur. On va le prendre tous les deux par la poignée. Ouais. On le lève et on le pose. Tu vois, il y a le trou qui est fermé là. Donc, ouais, c'est parfait ça. c'est parfait. Allez. Son terrain de jeu, des chantiers en pleine nature, comme ici, aux portes du parc de la Vanoise. Un cadre idyllique, mais Ella n'oublie jamais la dangerosité de son métier. La cordiste travaille toujours en binôme et avec 2 cordes. On a toujours 2 cordes parce que du coup on a une corde de travail et puis la corde de sécu si jamais on a un souci. Il y a beaucoup de choses que nous on ne contrôle pas, par exemple les cailloux qui peuvent tomber. Si ça tombe sur nos cordes et que ça la coupe, nous on tombe derrière aussi, dans l'utilité des 2 cordes. S'il y en a une qui se fait couper, on se fait rattraper par la deuxième. Les aspects les plus difficiles du métier, je dirais, c'est les conditions physiques qu'il faut avoir. C'est assez fatigant quand même, donc des fois le matin on se réveille et il faut se motiver pour monter. C'est aussi porter tout l'équipement, monter tout en haut, des fois ça peut être assez dur, mais une fois que tu arrives à ton poste de travail, au final, ça va. Ella a changé de vie. Elle ne voulait plus passer son temps devant un écran d'ordinateur. Elle a donc abandonné son métier de graphiste. Je veux me dire qu'il y a 2 ans, je vivais en ville, j'étais pas super heureuse dans ma vie. J'avais envie de partir, j'avais envie de bouger. Je le sentais qu'il fallait que je bouge. Du coup, ouais, de me dire que j'ai réussi à être là où j'en suis maintenant, c'est vrai que c'est... Non, ouais, je suis très contente de moi. Dans ce secteur d'activité, les offres d'emploi ne manquent pas. Les cordistes sont présents partout. Rénovation de monuments historiques, lavage de vitres, sécurisation de falaises, entretien de silos, installation événementielle ou cinéma. La liste est longue et les besoins multiples. En 2024, on compte plus de 10 000 cordistes en activité. Et le chiffre d'affaires des entreprises de travaux sur corde dépasse le 1 milliard d'euros. Une croissance qui profite aux patrons, mais peu aux travailleurs. Dans cette course à la rentabilité, leur sécurité
n'est souvent pas une priorité. Les accidents sont nombreux chaque année, des blessés graves et même des morts. 37 cordistes ont perdu la vie dans le cadre de leur métier depuis 2006. Un taux d'accident mortel 23 fois supérieur à la moyenne et le titre peu enviable de métier le plus dangereux de France. Pendant longtemps, le métier de cordiste s'apprenait sur le tas et sans diplôme. Salut. Ça va ? Depuis le début des années 2000, des formations ont été créées dans toute la France. À 22 ans, Liam Boutemi vient d'intégrer ce centre d'apprentissage aux alentours de Grenoble. Un montagnard, et comme beaucoup de cordistes, il a grandi avec le goût de la verticalité. Que ce soit de l'escalade, du canyoning, même un peu de spéléo avec mon père, ce qui rejoignait un peu tout entre mes loisirs perso, mes envies professionnelles. C'est vrai que l'aspect danger est plus un facteur cool pour moi qu'un inconvénient, on va dire. Et on rajoute la sangle fusible qui vient frotter pour éviter que ce soit la corde qui frotte. La classe de Liam compte une dizaine d'élèves. Des garçons, quelques filles, ils ont entre 20 et 40 ans. Ils partagent un même rêve, prendre de la hauteur. Voilà, donc on va se répartir sur les passerelles métalliques. Loin des grandes ascensions, ils apprennent leur métier sur ces échafaudages, suspendus entre 4 et 5 mètres. Voilà, on part avec les cordes en quitté, hein. Ça fait plus pro. Pour obtenir son diplôme, Liam doit répéter les mêmes gestes 6 heures par jour. Une formation express, 5 semaines pour tout apprendre sur l'art du nœud et les autres techniques essentielles à sa sécurité. Alors rapprochez-vous, sinon vous ne verrez rien. Je refais le tour en descendant et je repasse encore dessous. Je suis assez pénible là-dessus, hein, mais j'aime bien que les nœuds ils soient bien réalisés, propres, hein, avec les brins qui restent parallèles. Tour complet, tu repasses dedans, voilà. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, en rentrant vers le bas. Et tac. C'est important d'avoir des nœuds qui soient bien propres, bien visuels. Je pense que dans tous les milieux professionnels, c'est important d'être rigoureux, mais dans des milieux de la corde où on met notre vie en danger, c'est d'autant plus important et c'est ça qu'il n'y a pas le droit à improviser ou faire un peu ce qu'on veut, quoi. Là, typiquement, cette hauteur, là, si je fais mal ma manip, bah là, je tombe de 4-5 mètres de haut. Donc c'est vrai que je peux me tuer, hein, potentiellement. Pour tous les cordistes, apprendre à gérer la peur du vide est un autre grand défi. J'ai quand même un semblant de vertige, je pense qu'on a tous un peu le vertige. On m'a dit qu'il y avait plusieurs vertiges différents en fait, et puis il y a aussi la façon dont on gère son vertige. Moi je fais beaucoup avec la respiration pour aider à ça, donc je respire bien et je me concentre là-dessus. Mais après chacun a ses petites techniques et tout le monde est différent avec ça, et il y a quand même toujours une petite appréhension, mais ouais, je pense que c'est bien de la garder celle-là, parce que justement, au moment où on n'est pas là, allez, je me jette dans le vide, et puis j'ai mal fait mon nœud. Moi, je contrôle bien 15 fois tous mes trucs avant de me mettre dans le vide. Un patron m'avait toujours dit que c'est la peur qui maintient en vie, donc c'est une bonne chose en soi. Chaque année, cette école forme 130 cordistes. Pour obtenir ce certificat professionnel, il faut débourser 3 000 €. Au programme, un peu de théorie. Sur les pylônes, il y a des échelons, donc qui permettent de monter de chaque côté, là. Mais surtout de la pratique. Le groupe se retrouve en bas de ce pylône pour une ascension à 30 mètres. On va monter à la troisième barre en horizontale. On monte là-haut, on fait un ancrage et on redescend pour après faire des manips. C'est encore dans l'autre sens. Pour Liam, c'est sa première intervention en milieu industriel. Faut toujours être en binôme, il faut bien faire attention à son collègue en haut.
choses que j'aime beaucoup moi aussi, c'est travailler en équipe. En cordiste, je pense que c'est super important de justement pouvoir faire confiance à son coéquipier. Et l'aspect physique et l'aspect adrénaline me plaît beaucoup. Je me lève le matin et je sais que quand j'y suis, je me mets à fond dedans. On pourrait voir ça un peu comme de la méditation parce que du coup, je pense à rien d'autre qu'au moment où je suis en train de bosser. Je me suis rendu compte parce qu'on est allé faire la semaine dernière la grande hauteur, donc c'est sur des grandes falaises, où je crois qu'on avait 40 mètres, un truc comme ça, plus un 200 mètres de vide en dessous après. Et là par contre j'avais un peu le vertige quand même bien, mais je me rends compte qu'en milieu industriel, je l'ai pas du tout. Le jeune cordiste a surmonté son appréhension. Il lui reste encore 3 semaines pour gagner en sérénité avant de passer son examen. Dans la région d'Alès, Grégory Molina est un expert. Ça fait plus de 10 ans qu'il travaille sur corde. Il a cofondé le premier collectif de cordistes en France, en colère face au drame à répétition qui touche ses collègues. L'année 2022-2023, où on a eu, en tout cas sur cette période, 12 mois à cheval sur ces 2 années, on a eu 5 collègues qui sont morts, dont un qui est mort dans l'entreprise où je bossais. Et ça me faisait vraiment la sensation de me dire, mais bordel, en fait, ce truc, en fait, c'est comme des éclairs en fait, qui me tombent sur la gueule, qui tombent un peu au hasard. Et c'est quand que ça va me tomber sur la gueule, en fait, ce truc. Grégory se bat pour améliorer sa sécurité et celle des autres. Lorsqu'il ne travaille pas, il consacre tout son temps libre à son combat. Ça va bien? Ouais, ça va, super. Salut. Salut Loïc. Greg, enchanté. Au niveau des personnes, si tu sais s'il y a d'autres personnes qui vont arriver? Il y a clairement d'autres personnes qui sont censées arriver, mais après... Après, c'est le week-end, quoi. Ce samedi, dans les Calanques de Marseille, Grégory a donné rendez-vous à des volontaires. Face à des employeurs peu enclins à investir dans la formation, ces cordistes ont décidé de prendre leur sécurité en main. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, carrément. Grégory commence la journée avec gravité. Il raconte l'histoire d'un collègue décédé sur son lieu de travail. En fait, il a fait un malaise, il a fait un AVC sur corde. Son collègue était sur le toit. Son collègue, il a juste paniqué, quoi. Il n'a pas du tout su quoi faire, en fait. Et en fait, ça a mis genre 40 minutes avant que les pompiers arrivent. Mais juste manque de formation et puis après le stress, quoi. C'est ton collègue qui est très pomplu, qui en croise tendu sur la corde. L'objectif du jour est de simuler un accident sur corde. Un jeu de rôle pour répéter les bons gestes en cas d'urgence. Tu peux me redire ton prénom, s'il te plaît? Loïc. Tu restes conscient? Ouais. C'est mieux. Et puis, je sais pas, tu t'es fait mal. Ouais, je sais pas, je me suis blessé le bras ou quoi, hein. En tout cas, tu peux pas descendre. Bon alors, Loïc, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai cassé le poignet, là. Je te mets ton descendeur sur ton harnais parce que l'idée de cette manière, c'est que ça devrait te maintenir un peu plus droit, quoi. Ouais. Bon, ben là, on va être prêt à descendre. Ok. Hop. Hop. Non, franchement, c'est top. Avec l'assaut, ils organisent des trucs comme ça, moi, je trouve ça bien. Et je me doutais que j'avais oublié pas mal de trucs, et là, je m'en rends plus compte, quoi. Nickel. Bon, mais les pompiers sont là. Merci. Pourquoi nous, association des cordistes, faisons ça un samedi matin après le travail et de manière bénévole. Malheureusement, c'est pas fait au quotidien sur les chantiers et dans les entreprises dans lesquelles on travaille, alors que c'est réglementaire. C'est une obligation qui est dans le code du travail. Ces gens, ils font ça bénévolement. Enfin, moi, je trouve ça ouf. Parce que du coup, Greg, je connais pas, j'ai découvert aujourd'hui, mais apparemment, il travaille beaucoup, déjà, en tant que cordiste. Et en plus de ça, il tient le truc, cordiste en colère, et je trouve ça cool, quoi. Je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui portent un peu la voix des cordistes que n'est pas toujours entendu, quoi. Attends.
Ce qui me motive déjà, c'est toutes les dynamiques de solidarité, toutes les dynamiques collectives en fait, qui se créent. Juste en fait, de permettre en fait, de donner cette énergie-là à des collègues, bah, c'est ça qui me motive, quoi. Après une journée de travail, Ella et Johan rentrent chez eux, à seulement 2 minutes à pied du chantier. Comme la majorité des cordistes, ce couple mène une vie nomade. C'est dans ce camion aménagé qu'ils parcourent la France. Du coup, avec mon copain Johan, ça va faire 1 an et demi qu'on est ensemble dans le camion, qu'on vit dedans. On se déplace un peu partout en France, voire en Europe quand on prend des vacances. Dès qu'on a un nouveau chantier où on va aller, même s'il a 5, 8, 10 heures de route de l'autre côté de la France, si ça nous intéresse vraiment, bah, on y va. Hein. Et non, ça me plaît vraiment, la liberté en fait qui va avec. On a la cuisine, du coup, notre planche, l'évier, le gaz, on a même un petit four qui se cache. Notre salle de bain. Puis on a le frigo. L'été, quand il fait 40 degrés, que ça chauffe, le fromage, les yaourts, le lait. Mais vivre à deux, dans 6 mètres carrés, n'est pas toujours évident. Ouais, une maison, ça peut me manquer, mais les jours de grosses pluies, les tempêtes, ou les jours où je suis un peu malade. Il n'y a pas tant de place que ça au niveau de se déplacer, tout ça, mais on a la place pour nos affaires, quoi. Il y a ce truc-là aussi de la vie en couple en camion, c'est qu'on est tout le temps collés. En plus, on bosse ensemble. On n'est pas en binôme ensemble, tu vois, la journée. Non, ce serait trop. Parce que c'est trop après. Ça peut potentiellement mettre des tensions qui durent des jours. Parce que, tu sais, quand on est trop collé, quoi. Des fois, il y a un peu ce truc de t'as besoin de ton espace, il fait moche dehors, et donc t'es. Il y en a un sur le lit, un sur la banquette. Ouais, ça fait un peu. Bon, voilà, après, tu mets tes écouteurs, et puis chacun voilà. fait sa vie, oui. Si le couple a adopté la vie nomade, c'est aussi par choix économique. Aucun loyer, et entre leur salaire et les primes de déplacement, ils gagnent en moyenne 3 000 € chacun. Moi, personnellement, je mets 1 500 € de côté par mois, quoi. C'est très confortable. Enfin, pour un truc où on se sent aussi libre que c'est notre cas, c'est étonnant, ouais. Oui, c'est vraiment génial. Oui, je les ai rangés, je m'en suis mis sur mon plat, mais pas le tien. Pourquoi j'ai une cuillère? Je trouve pas les fourchettes. Le fait d'être nomade, et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, du coup, quand on va se garer quelque part, on a peut-être des fois des regards un peu bizarres. On a remarqué que la meilleure approche, en vrai, c'est quand on arrive quelque part, on parle aux gens, on se présente. On est là, on travaille là, ça dérange pas, non, c'est bon, du coup. Et puis direct, les gens, ils ont une meilleure... ils se sentent un peu plus à l'aise. Le soir, au bord du lac, l'équipe du chantier aime se retrouver. On y parle parfois du prix de cette liberté. Comme Ella et Johan, tous ces cordistes sont nomades et intérimaires, conscients de la précarité d'un métier dans lequel on vieillit très vite. On se pose des questions parce que c'est physiquement impactant. On se demande aussi combien de temps ça va tenir, est-ce qu'on aura toujours la forme, est-ce qu'on n'aura pas de soucis de santé qui vont nous empêcher de faire ça. Dans 10 ans, je vais peut-être réfléchir, on va peut-être se trouver un terrain et se construire un petit pied-à-terre, mais pour le moment, la vie nomade et la vie en cordiste, ça nous va parfaitement bien. La première activité des cordistes en colère, c'est le soutien aux victimes. Ce matin, Grégory a rendez-vous avec l'un de ses cordistes blessés au travail. Salut. Salut Théo. Ça va bien? Ouais, ça va. Ouais, nickel. Il y a 4 ans, Théo, à peine diplômé, travaillait sur son premier chantier. Au bout de quelques jours, il fait une chute de 5 mètres et se blesse grièvement au dos.
Au téléphone, tu me disais qu'il y avait des moments où tu douillais encore au dos, quoi. Tu avais des journées qui étaient... Ouais. Hier soir, j'ai douillé. Je vais prendre des médocs et tout pour dormir, quoi. Parce que toi, les fractures, c'est à quel endroit au niveau que tu as eu Lombaire. Théo ressasse le souvenir de cet accident. Au-delà des séquelles physiques, il souffre d'un stress post-traumatique. 6 mois, 1 an après, j'ai eu une dégradation, on va dire psychologique, quoi. J'ai dû arrêter l'escalade, tu vois. Moi, je kiffais ça. Maintenant, ça devient très, très compliqué d'en faire. J'en fais plus en falaise parce que j'ai peur, tu vois. Même la randonnée en montagne, si c'est un peu trop abrupt et tout, j'en fais plus. Alors qu'avant, j'étais fondu de ça, quoi. Mais putain, t'as toujours un truc qui revient où j'aurais pas dû faire ci, j'aurais dû faire comme ça, etc., etc. La question de la culpabilité, c'est pas ta faute, quoi. Vraiment, c'est pas ta faute, quoi. C'est dans ce métier. Vraiment, le problème, il vient pas de toi, il est structurel. Les 2 cordistes arrivent à Lyon. Ils ont rendez-vous chez Maître Tessier. Bonjour. Théo a porté plainte contre son ancienne entreprise. Grégory l'accompagne depuis le premier jour. C'est un accompagnement moral, financier, juridique. On n'est pas du tout des juristes, mais en fait, de par la force des choses, on le devient un petit peu. Et donc on arrive à accompagner les familles et les collègues dans ce sens-là. Après 2 ans de procédure, Théo vient d'obtenir une première victoire. Son employeur a été condamné pour manquement grave à sa sécurité. J'étais un peu inquiet, mais finalement, bonne surprise, quoi. Ouais, très bonne nouvelle, parce qu'on a eu un joli jugement qui justement condamne ces deux sociétés pour la faute inexcusable. Le juge dit expressément qu'il n'y a aucune faute de ta part. Ce qui prend de toute façon le plus de temps, c'est les dossiers juridiques. C'est des choses qui sont vraiment chronophages, mais qui ont quelque part du sens. Ça crée des garde-fous, en fait, dans la tête des employeurs, en fait. Quand ils savent qu'il y a une condamnation qui est tombée, on fait tout ce qu'il faut pour que le maximum de patrons le sachent. Et ça pose un peu ces garde-fous-là. En termes d'indemnisation, il ne faut pas s'attendre à des sommes extrêmement importantes. Si on arrive en effet à avoir 10, 15 000 euros, 20 000 euros, c'est un grand maximum. Alors même que tout ton avenir professionnel se retrouve chamboulé, que tu es obligé de changer de métier, etc. En tout cas, ça m'a fait du bien. Déjà au niveau de la culpabilité, ça m'a relevé quelque chose. Théo ne pourra plus jamais être cordiste. Il a obtenu une reconnaissance de handicap. Il tient à remercier Grégory pour son soutien. Ok, d'accord. Ouais. Sans les cordistes, j'aurais peut-être pas mis en œuvre une procédure judiciaire. Ils ont été là pour me conseiller, pour me guider. Pourquoi c'est pour nous important d'accompagner tous ces collègues? C'est tout simplement pour briser l'isolement, parce que franchement, une procédure judiciaire, c'est un parcours du combattant, clairement. Le collectif a déjà accompagné plus de 35 cordistes et leurs familles devant la justice française. Dans la majorité des cas, les employeurs ont fini par être condamnés. Le lendemain, Grégory est déjà dans le train. Le cordiste arrive à Paris. Moi, depuis que je suis ado, je suis dans les manifs sur plein de sujets, sur les questions antinucléaires, sur les questions de soutien aux sans-papiers. Par contre, c'était la première fois de ma vie que, dans le cadre du travail, je trouvais d'autres collègues avec qui m'organiser et avec qui essayer de construire un rapport de force, en tout cas, pour essayer de défendre nos conditions de travail. Je le fais parce que c'est au fond de mes tripes, parce que ça m'anime, parce que ça continue à me filer la chair de poule, en fait. Ce matin, il est attendu au ministère du Travail pour un énième rendez-vous. Face à lui, les représentants des entreprises de travaux sur corde. Le 14e rendez-vous en 3 ans pour le porte-parole des cordistes. C'est un marathon, quoi. C'est un marathon à chaque fois. C'est de rabâcher les mêmes choses pour les faire. En fait, c'est un rapport de force. J'ai envie de dire, notre âme, c'est l'usure, quoi. 3 ans d'un long bras de fer pour changer la loi et mieux protéger les cordistes. Après 8 heures de réunion, Grégory retrouve d'autres membres de son association. Bon alors, vous voulez savoir ce qui s'est passé aujourd'hui? Sa grande victoire du jour, la mise en place d'un accord qui divise de moitié le nombre d'intérimaires.
Ça a discuté en un pourcentage à 10% près, à essayer c'était un peu un truc de marchand de tapis. Ouais. Du coup, normalement, une fois que cette certification elle sera en place, il y aura, dans chaque entreprise, il y aura maximum 40% d'intérimaires. Je trinque avec la bouteille de... On est satisfait que ça avance, d'autant plus que nous, on a commencé ce combat où on est parti de rien, quoi. Et puis on va pas lâcher, elles sont surtout pas maintenant. Le prochain objectif pour Grégory, obtenir une revalorisation conséquente des salaires. Le dialogue social entre cordistes et patrons doit encore se poursuivre pendant plusieurs mois. Le temps d'un week-end, Liam, l'apprenti, est de retour chez lui à Albertville. Il vit encore chez sa mère, Virginie. Je fais un petit café avant de partir. Puis du coup, on a fait un super exo au moment où on était à la falaise, là. Bien gérer tes bouts de corde, bien gérer la répartition du poids sur tes nœuds, tout ça. Au lieu de monter, des moments quand t'as en grande voie... Quand Virginie et son fils se retrouvent, les cordes occupent une large place dans les discussions. C'est elle qui l'a initié à l'escalade lorsqu'il était tout petit. Il devait avoir 5 ou 6 ans, hein, pas plus. Donc j'ai emmené le chien-chien, son doudou, que j'ai accroché. J'étais un petit peu vache, mais c'était la carotte, j'ai trouvé que ça. J'ai accroché le chien-chien tout en haut, sur la falaise, et je lui dis, il est tout seul maintenant, faut aller le chercher, quoi. Et là, hop, il s'est mis à pleurer, et puis là... Et maintenant, je suis traumatisé à vie. Ouais, si, c'est bon. C'est vrai que c'est un aspect vraiment chouette, ça, c'est qu'avec ma mère, on est vraiment soudés. Et là, je suis encore chez elle à 22 ans et c'est avec plaisir. Et c'est vrai que, on sort régulièrement faire un peu de l'escalade, faire des petites balades. Ah, c'est trop joli. La première fois qu'on se l'a fait après le printemps, quoi, avec les arbres en feuilles, c'est super joli. La complicité entre Liam et sa maman saute aux yeux aujourd'hui. Pourtant, pendant des années, Virginie a cru avoir perdu ce lien si fort avec son fils. Je me souviens encore qu'il était en seconde. C'était une catastrophe, il m'en a fait voir, mais de toutes les couleurs. Je lui ai dit, écoute, t'as le choix. C'est où tu changes, ou tu prends la porte. Il me croyait pas, je lui ai dit, si, tu as décidé de faire le con, de rien faire de ta vie, ça sera dehors. Hein. Il avait seconde, il avait quoi, 16, 17, je sais plus. Ok, bravo, yes. Fais gaffe que t'aies pas fait de tour là-haut. Ouais. Et ça a été la révélation. C'est bon pour moi, maman. Adolescent en perdition, c'est grâce à sa passion de la corde que Liam a finalement trouvé un sens à sa vie. Quand j'étais ado, c'était les jeux vidéo, quoi. J'étais dedans, je voulais jamais sortir, ou alors je sortais pour aller me mettre dans des états pas possibles avec mes amis, mais du coup, moi, l'idée de travailler, l'idée d'aimer son travail, l'idée de faire du sport, tout ça, j'étais en mode, c'est des trucs de vieux nuls et tout. D'être épanoui dans son boulot, de se lever le matin et d'être content d'aller au boulot, le week-end, de penser à ça. Du coup, en fait, c'est plus un boulot, c'est un plaisir, quoi. Et c'est plaisir d'y aller, quoi. C'est mon cadeau. C'est mon cadeau et je me dis que ça valait le coup d'encaisser les années très très difficiles. C'est les joies d'être maman et voilà, ce que je souhaite à toutes les mamans, quoi. C'est super bon, mais C'est le dernier jour pour Liam. Après une formation de seulement 5 semaines, il compte passer un diplôme complémentaire d'ici 2 ans. Faut bien avouer que c'est vrai que c'est très condensé. Avec 5 semaines pour un métier aussi complet, je pense qu'on pourrait faire 1 an de formation, on n'aurait pas tout vu. Je pense qu'il y a un gros boulot après la formation qui est important à faire, au personnel et aussi au travail, de continuer d'apprendre et de ne pas se jeter en mode « je suis un professionnel ». Comme les élèves de cette promotion, 1200 diplômés deviennent cordistes chaque année.